À l'Université d'Alger, professeur aussi invité à l'Université de Perpignan. Merci de répondre à nos questions ce matin. Merci. Et bienvenue parmi nous. Alors, professeur Bekaïl, on va commencer d'abord par présenter le mouvement panafricain. Qu'est-ce que le mouvement panafricain? Et surtout, quand est-il né? Voilà, c'est la fin du 19e siècle. Et le mouvement panafricain ou le panafricanisme est un mouvement qui visait à concrétiser l'unité l'unité africaine et la récupération de l'indépendance des peuples d'Afrique. Là, peut-être je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'à la fin du 19e siècle a vu tous les territoires africains tomber sous le joug du colonialisme, à l'exception de deux États. C'est le Libéria qui a été créé en 1847 par les Afro-Américains avec l'appui des États-Unis, et l'Éthiopie qui a été colonisée qu'en 1935 à l'époque de Benito Mussolini et l'expansion du fascisme. Maintenant, revenons au panafricanisme, on peut dire que le champ d'activité de ce mouvement était basé en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire aux Antilles et aux États-Unis d'Amérique, avec les Afro-Américains. Parmi ces leaders, on peut citer Henry Sylvestre Williams, George Padmore, Lugard Dubois et Wilmot Bliden. La philosophie de ce mouvement était inspirée du combat ou du militantisme des Afro-Américains contre la domination des Blancs de tous les aspects politiques, socio-économiques et culturels. Revenons maintenant aux facteurs qui ont contribué à l'émergence de ce mouvement. On peut citer par exemple, le premier facteur était lié directement avec la traite des esclaves et son impact négatif sur les Noirs américains avec les millions de morts durant le périple ou leur voyage aux États-Unis ou dans le Nouveau Monde pour y travailler dans les champs de canne à sucre, café, etc., etc. Le deuxième facteur qui est très important, il est lié avec c'est l'impact de la Révolution française de 1789 et l'apparition de nouveaux concepts ou notions tels que la nation, l'égalité, la fraternité et surtout les droits de l'homme. Donc les Afro-Américains ont adopté ces idées. Et ont décidé donc de se réunir. Ce mouvement, comme vous le dites si bien, est né en dehors de l'Afrique, mais bien sûr, il y a eu une mobilisation importante aussi au sein même du continent. Tout à fait. Mais il faut toujours citer, par exemple, les conférences tenues par le mouvement. Le premier qui était en 1897, organisé par Henry Sylvestre Williams, où les congressistes ont évoqué par exemple la condamnation du racisme, les extravagances de Cecil Rhodes, le pionnier britannique qui a créé ce que nous appelons à l'époque l'Union sud-africaine et dominé plusieurs territoires tels que la Zambie et le Zimbabwe. C'est pour cela que les deux pays là portaient le nom de Rhodes, parce qu'on récompense, la reine a récompensé Cecil Rhodes pour avoir colonisé ces territoires. Donc il s'appelait Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, où on les appelle maintenant la Zambie et le Zimbabwe. Il y a eu plusieurs conférences tenues en 1921, en 1924, en 1927, sous la présidence justement de Lugard Dubois, qui condamnait toujours le racisme sans évoquer le colonialisme. Mais lorsqu'on parle de panafricanisme, il ne faut jamais oublier George Padmore. C'était un des leaders incontestés du mouvement. Et Padmore est connu par ses écrits. Il était un journaliste, il était écrivain, il a publié pas mal de bouquins, tels que How Britain Rules Africa, comment la Grande-Bretagne gouverne l'Afrique, Panafricanism or Communism. Donc, George Padmore, qui s'est installé à Londres dans les années 30, a rencontré justement les futurs leaders du panafricanisme, tels que Jomo Kenyatta du Kenya,
ou Obafemi Awolowo du Nigeria, qui seront respectivement les leaders du mouvement national au Nigeria et au Kenya. Très bien. Depuis donc là, vous parlez un petit peu de l'émergence et de la propagation du mouvement. Alors là, on va revenir un petit peu à l'introduction un peu de ce mouvement dans les pays du Nord, de l'Afrique, qui étaient eux aussi colonisés. Comment ce lien est-il né entre le Nord et le Sud? Là, c'est une question pertinente, mais les leaders du panafricanisme, c'est-à-dire activés surtout en Europe, mais l'Afrique du Nord avait ses partis politiques. Prenons par exemple l'Algérie qui a vu l'émergence de plusieurs partis politiques tels que l'État nord-africain ou le PPR après. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un lien. Les pays du Maghreb étaient beaucoup plus préoccupés par l'unité maghrébine, d'ailleurs qui était dans le programme de l'État nord-africain. Mais ce qui est important, c'est que ces Afro-Américains, en rencontrant leurs homologues africains qui faisaient des études aux États-Unis et en Angleterre, on peut citer parmi les leaders Kwame Nkrumah du Ghana, qui a passé 10 ans aux États-Unis, et puis il est rentré à Londres, il a rencontré John Padmore, ils ont créé après ensemble ce que nous appelions à l'époque l'International African Service Bureau, une sorte d'association qui visait à dénoncer le colonialisme, le racisme, et prônait l'indépendance des peuples africains. Mais le plus important, c'est l'année 1944 qui a vu la naissance de ce que nous appelons African Federation, les associations panafricaines. Donc cette fédération, composée d'Afro-Américains, mais surtout d'Africains, tels que Wallace Johnson du Sierra Leone, Kenyatta, Ras Makonnen de l'Éthiopie. Donc cette fédération a joué un rôle déterminant dans le cadre du dénoncement des agissements des colons justement en Afrique, soit en Afrique de l'Est, soit en Afrique du Sud. Mais le plus important, c'est le congrès de Manchester du 15 au 19 octobre 1945. Ce congrès s'est déroulé après justement la Deuxième Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale a vu la décadence des puissances traditionnelles telles que la France et la Grande-Bretagne qui colonisaient toute l'Afrique, et l'émergence de nouvelles puissances qui sont les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Ce qui est bien dans ce congrès, c'est qu'il y a eu la présence d'associations et de syndicats. Cela prouve que le mouvement touchait toutes les couches sociales de l'Afrique. Ce qui est important aussi, c'est l'adoption de résolutions, telles que l'adoption du militantisme politique pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire l'indépendance de tous les pays africains. Ce qui est important aussi dans ce congrès, l'impact de ce congrès, c'est l'émergence où les panafricanistes ont édité une revue qui est le New African, qui existe d'ailleurs toujours, et ce qui est bien, c'est que cette revue qui était en langue anglaise, elle est maintenant en langue française. Aussi, oui. Il y a aussi la naissance aussi d'une revue aujourd'hui qui s'intéresse aux panafricains féminins. Panafricains féminins, voilà. Ouais. Et ça, c'est grâce à Kwame Nkrumah et Wallace Johnson. Et le plus important dans ce congrès, ou l'impact de ce congrès, c'est qu'il y a eu la présence d'une intelligentsia ou de nationalistes africains qui seront les leaders du mouvement national en Afrique. On peut citer Awolowo au Nigeria, Kwame Nkrumah au Ghana qui a créé son propre parti, Convention People Party. On peut citer Jomo Kenyatta qui a créé ce que nous appelions à l'époque le KANU, Kenya African National Union, ou l'Union nationale africaine du Kenya. Et ce parti qui a défié la Grande-Bretagne, nous avons assisté
à des événements dramatiques dans ce pays de l'Afrique de l'Est, dans le cadre de la révolution des Mau Mau, qui a coûté la vie à des milliers d'Africains avec les camps de concentration. Et puis on peut citer encore Hastings Banda du Nyasaland ou du Malawi, qui a créé aussi son propre parti, qui était le parti du congrès du Nyasaland. Nyasaland, c'était le nom du pays au temps de la colonisation britannique, mais après l'indépendance au début des années 60, le pays est connu maintenant sous le nom du Malawi. On peut dire que ce mouvement a fini par porter ses fruits. Tout à fait, ce mouvement a porté ses fruits, car ses leaders en prenaient la voie pacifiste, création de partis politiques, défier le colonialisme, et ce qui a été concrétisé à partir de 1957, lorsque le Ghana a obtenu son indépendance en 1957, la Guinée en 1958, et l'émergence ou la vague de libération qu'a connue l'Afrique en 1960. Peut-être que je vais signaler un point très très important, c'est que grâce à George Padmore que s'est tenu aussi le premier congrès des peuples africains en 1958 à Accra, qui a abouti à quoi? À la création de l'organisation de l'unité africaine qui a vu le jour en 1960. Oui, très bien. Alors là, je vais revenir un petit peu à vos ouvrages. Hein. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique noire, l'Afrique anglophone, et que c'est dans cette même Afrique que le mouvement panafricain est né, donc essentiellement dans les pays anglophones. Depuis, donc, vous avez sorti donc quelques ouvrages, dont 3 qui ont été retenus pour le panafricain, le deuxième panafricain d'Alger, dont Adwa ala Tarikh Ifriqiya, donc Lumière sur l'histoire de l'Afrique. Donc un premier ouvrage retenu par le ministère de la Culture ici donc à Alger, donc une parution qui rentre dans le cadre de 200 parutions prévues pour le panafricain, 200 ouvrages, voilà. Donc dont celui-ci que nous découvrons tout de suite, présenté en langue arabe. Oui, tout à fait. Que vous avez signé vous-même, donc je le rappelle. Je m'excuse là, c'est le premier bouquin qui intitulé Lumière sur l'Afrique. C'est des articles scientifiques que j'ai publiés en Angleterre, dans l'université d'Exeter, et dans les revues scientifiques de la faculté des Sciences Po et des Sciences sociales. Oui. Le deuxième, qui était traduit en arabe. Qui était traduit en arabe. Et le second, donc c'est celui-ci, Al-Ihtilal Britannique Ifriqiya, la colonisation britannique en Afrique. La Tanzanie. Avec, pour exemple, oui, la Tanzanie. La Tanzanie. Là, peut-être je vais ajouter un point très important, parce que pourquoi la Tanzanie, ça date de l'époque des années 80, où je préparais mon doctorat à Exeter. Pourquoi j'ai choisi la Tanzanie, je n'ai pas choisi le Kenya ou le Rwanda, parce que justement un des leaders qui ont été reconnus aussi de grands leaders pour les autres pays. Comme Julius Nyerere, qui était un grand ami à l'Algérie, qui est un fondateur de l'Union de l'Organisation africaine, et il avait consacré en 1961, alors que ce pays a obtenu son indépendance, 1% du budget pour aider les mouvements de libération en Afrique, parmi eux le Front de libération nationale. Et c'était un grand ami à son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Voilà, donc voilà. Pour rappeler un petit peu l'étendue et l'impact de ce mouvement, du mouvement panafricain, qui a été long, donc qui a été long, mais qui a porté ses fruits, qui a fini par porter ses fruits durant les années 50-60, avec une grande vague de libération, dont celle de notre pays en 1962. Monsaf Bekaï, je rappelle que vous êtes professeur ici à l'Université d'Alger et professeur invité à l'Université de Perpignan. Donc toujours, je rappelle que c'est dans le cadre de votre spécialisation que vous intervenez dans les deux universités, donc l'Afrique anglophone essentiellement. Donc 2 ouvrages qui sont retenus, donc ceux-là, sans compter donc un troisième. Un troisième, oui, tout à fait, c'est intitulé Le mouvement national en Afrique de l'Est et la récupération de l'indépendance en Tanzanie, Kenya et Ouganda. Donc avec 3 exemples. Oui. Donc celui-ci a également été retenu pour les éditions du Panafricain, pour cette deuxième édition du Panafricain. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, nous avoir éclairé sur l'émergence du mouvement panafricain
puisqu'on entend parler panafricain, eh bien, j'espère qu'on a réussi à vous éclairer vous-même un petit peu plus sur ce dernier. Docteur Mansaf Bekaïl, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on vous retrouvera lors de cette deuxième édition pour la présentation de vos 3 ouvrages. Ok. Donc rendez-vous au mois de juillet. Merci beaucoup. C'est moi. On continue l'émission. Dans quelques minutes, nous allons apprécier une grande dame, une grande voix